Merci. Chers collègues, je voulais commencer mon intervention par un petit quiz pour vous demander qui a dit ça. Le terrorisme, la guerre et la faillite sont causés par la privatisation de l'argent émis sous forme de dette et aggravé par les intérêts. Petit indice, c'est un grand personnage historique de l'histoire de France. Le quiz est ouvert à toute la salle. Non, personne. C'est Napoléon Bonaparte, ce visionnaire qui avait déjà prédit l'issue de votre mandat et la fin de l'histoire pour la ville du Vésinet. Donc, ce rapport d'orientation budgétaire, très malheureusement, fixe des perspectives qui ne sont pas bonnes pour notre ville. Il va continuer, comme sur les 4 dernières années, à dégrader non seulement les finances de la ville, mais aussi l'entretien de la ville et la qualité des services de la ville. Alors, tout d'abord, en recettes de fonctionnement, qu'est-ce qu'on peut dire? Elles augmentent très peu. La capacité d'autofinancement, qui est finalement l'épargne que génère la ville pour financer ses investissements, est de 3 millions d'euros, alors que sous la mandature précédente, par exemple en 2018, elle était de 5 millions d'euros. Donc l'épargne de la commune a très largement baissé. On voit aussi une augmentation de près de 10% des recettes liées à l'augmentation des tarifs des cantines scolaires et des activités et des accueils périscolaires. Donc, ce sont les familles qui vont très largement payer les recettes supplémentaires. Un chiffre intéressant aussi, puisque tout le monde se pose la question sur le stationnement, finalement, cette politique répressive en matière de stationnement, combien ça rapporte à la ville? Eh bien, on a les chiffres dans ce robe. Donc, les forfaits post-stationnement, donc les amendes générées par ces deux personnes, ces deux prestataires qui tournent en permanence dans la ville, ça va générer 90 000 euros de plus l'année prochaine. Et la mairie anticipe également une augmentation de 80 000 euros des recettes de stationnement du fait de l'extension du stationnement payant à plein de centralités supplémentaires, plein de zones supplémentaires. Donc ça fait 170 000 euros de recettes supplémentaires pour 140 000 euros de contrats payés avec le prestataire. Donc voilà, donc pour quelques dizaines de milliers d'euros, on embête toute la ville et tous les habitants. Merci, monsieur le maire. Alors, quand même, on est rassuré parce que cette année, il n'y a pas d'augmentation des taux d'imposition. Mais je le rappelle qu'il y a une augmentation quand même assez forte des bases, de l'assiette des impôts, plus de 6% cette année. Il y a eu une augmentation des taux en 2022, qui a abouti à une augmentation de 20% des impôts cette année-là. Et puis cette augmentation des taux, finalement, on la retrouve chaque année, on paye ses impôts supplémentaires chaque année. Et puis bien sûr, il y a une très forte augmentation de la dette pour compenser cela, et donc c'est bien de l'impôt différé. En matière de recettes de fonctionnement, on voit aussi qu'on va avoir une baisse prévisible de la dotation globale de fonctionnement. Donc la dotation globale de fonctionnement, c'est la subvention versée par l'État à la mairie. Et malgré cette baisse tendancielle donc des recettes données par l'État, il n'y a eu sur le mandat aucune mesure d'ajustement en dépenses pour tenir compte de cet état de fait. Au contraire, la dépense augmente, d'où la création de dettes supplémentaires. Alors sur les dépenses de fonctionnement, il y a aussi un gros problème de chiffres. Alors mon collègue Jean-Paul Gucci l'a mentionné et je le remercie parce qu'il tient une comptabilité extrêmement détaillée depuis le début de la mandature qui permet d'avoir une vision très claire sur l'état des finances. Donc je trouve extrêmement préoccupant que ces chiffres ne concordent pas avec les chiffres publics qui sont diffusés par la mairie. Et autre incohérence, je suis allée voir sur le site du ministère de l'Intérieur, le site de la Direction générale des collectivités locales, qui publie les chiffres sur toutes les communes de France. Et donc, on voit que les chiffres du Vésinet, ce n'est pas les mêmes, ceux qu'on nous présente, et ceux qu'il y a sur le site du ministère de l'Intérieur. Donc l'Europe nous dit que les dépenses de fonctionnement augmentent de 12% entre 2020 et 2024, alors que les chiffres du ministère de l'Intérieur nous disent qu'elles augmentent de plus de 20% entre 2020 et 2023, parce que les chiffres s'arrêtent en 2023. Donnée intéressante également qu'on trouve sur ce site du ministère de l'Intérieur, c'est les dépenses de fonctionnement par habitant. Donc elles sont de 1 703 € par habitant au Vésinet, soit bien plus que
que les 1335 € par habitant en moyenne pour la moyenne de la strate. Donc c'est les communes qui sont à peu près, qui ont des caractéristiques similaires à la nôtre. Donc on voit bien que quand même sur les chiffres de l'État, on dépense en fonctionnement beaucoup plus que les autres communes similaires. Donc quoi qu'il en soit, avec tous ces problèmes de chiffres, on sait quand même que les dépenses vont augmenter. Les charges à caractère général, donc hors personnel, vont augmenter l'année prochaine, et les dépenses de personnel vont également augmenter. Je profite pour faire ce petit point, puisque on va avoir 8 ETP supplémentaires, donc ETP c'est équivalent temps plein, des personnes recrutées pour gérer le parc Princesse. Donc 3 ETP pour les espaces verts, 3 ADSEM pour les écoles, donc c'est des aides dans les écoles, un responsable des commerces, bon lui c'est pour toute la ville, un demi-ETP pour la propreté dans le gymnase Princesse et un demi-ETP pour la propreté de la voirie à Princesse. Donc on a quand même 8 ETCP supplémentaires qui constituent une dépense significative, alors même qu'on apprend que la dotation globale de fonctionnement, donc les recettes données par l'État, n'ont pas été ajustées à l'augmentation de la population à Princesse, parce que c'est une obscure histoire de statistiques de l'INSEE. Donc ça veut dire que quand même, on se trouve dans une situation où on a beaucoup de population qui est arrivée, on augmente les dépenses pour y faire face, mais on n'a pas les recettes en face. Et ça, cet état de fait, on n'a aucune mesure particulière pour en tenir compte. On sait que de toute manière, la dette va tout résoudre. Donc malgré cette très forte augmentation des dépenses de fonctionnement, on ne voit pas l'impact sur l'entretien de la ville, qui se dégrade. Mes collègues l'ont mentionné, la tonte des pelouses pose toujours problème chaque printemps, chaque été. L'entretien du parc se dégrade, et je crois que tous les habitants en sont témoins. Les lacs et rivières, n'en parlons pas, l'état est catastrophique. On a perdu sur la mandature la 4e fleur de la ville, donc quand on est quand même le Vésinet, site patrimonial remarquable, ville-parc, ne même pas avoir 4 fleurs, alors que, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de communes en France qui l'ont, c'est quand même un peu bizarre. Les animations dans la ville, notamment en centre-ville, pour justement accompagner les commerces, sont de plus en plus, désolé de le dire, mais minables. Hein. Donc, on a vu le dernier marché de Noël, bon, c'est un petit week-end, il n'y a pas grand-chose. Hein. Les actions culturelles sont quasiment inexistantes. Le nombre de places en crèche ont été réduites de 72 places, quand même. Alors apparemment, il y a des gens qui sont bien amusés au marché de Noël, mais enfin, voilà, moi je trouvais franchement que c'était rachitique. Les places en accueil de loisirs ont baissé, alors même que les dépenses augmentent. Et en plus, on constate quand même des gaspillages significatifs. Hein. Mon collègue Thibaut Grippois a parlé du contrat de stationnement. Pour 140 000 €, finalement, on a 2 ETP, alors qu'en internalisant, on aurait pu avoir plus. Et puis, on ne parle pas des différentes études pléthoriques qui ont eu lieu. Donc, ce qu'on voit, c'est que les dépenses augmentent, mais la qualité de service, elle, diminue. Maintenant, sur l'investissement. Alors, les recettes d'investissement, bon, on n'a pas de vision globale, mais a priori, elles n'augmentent pas beaucoup. On peut quand même noter une chose, c'est que la ville continue sa politique de vente des bijoux de famille, de cession des propriétés municipales. Donc là, l'année prochaine, il y aura 1 million € de cession pour la vente d'une maison municipale rue de l'Écluse et la vente des 2 crèches, Princesse et des Érables. À noter quand même une petite lueur d'espoir pour les parents d'élèves des écoles Signe et Pasteur qui se mobilisent depuis de très nombreux conseils municipaux contre le projet de foyer social à Pasteur. Donc la vente du 113 boulevard Carnot, de l'emprise sur laquelle est prévu le foyer social, n'est pas budgétée cette année parce que la mairie considère que ce projet ne sera pas réalisé cette année en raison d'un recours qui est en cours. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. D'autant plus que, rappelons-le, la vente de cette parcelle de 1800 m² avec une maison de 300 m² se fait pour un bénéfice net pour la ville de 200 000 €. Je passe maintenant aux dépenses d'investissement. Alors là, on n'a pas de chiffres encore, mais a priori, elles seront en baisse. Donc, ce qui promet donc une poursuite des dégradations de la ville. Ses principales dépenses. Alors, la première, dont tout le monde l'a mentionné, c'est la dépense sur le centre-ville. Il y a quand même 3,4 millions € budgétés sur le centre-ville en 2025, financés essentiellement par de la dette.
Nous, notre position là-dessus, c'est que c'est irresponsable de budgéter un si gros montant en fin de mandat, sans accord des Vésigondins, sans concertation, sans sans accord sur ce projet. Ça s'apparente à un passage en force, en fin de mandat, qui risque d'engager la ville sur des décennies, alors même que vous n'avez pas de mandat politique pour le faire. C'est extrêmement dangereux. Je voulais en profiter pour rappeler finalement les différentes voix qui se lèvent dans la ville contre ces projets. Il y a un défilé organisé par l'association AVNR ce samedi à 10h30 qui part de la place du marché. Il y a une lettre de l'association des commerçants du Vésinet qui est parue, qui est extrêmement préoccupante parce qu'elle témoigne justement de ce manque de concertation, d'une suppression des places de parking qui va tuer les commerces Vésinet, qui va réduire très significativement leur chiffre d'affaires. Leur chiffre d'affaires provient pour moitié de non-Vésigondins. Pas de place de parking, pas de non-Vésigondins, pas de chiffre d'affaires, pas de commerce. Du coup, les commerçants annoncent dans cette lettre qu'ils suppriment toutes les animations financées par cette association en 2025, dont la brocante, dont les animations de Noël. La brocante n'a jamais été annulée, même en période de Covid, elle a continué à être tenue. Donc là, moi, je trouve ça très préoccupant parce que toutes ces animations n'auront pas lieu. C'est aussi des rentrées d'argent en moins pour les commerçants. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on est arrivé à une situation pareille, monsieur le maire. Je voulais également mentionner le sondage effectué par l'AVNR sur les différentes options en sous-sol de la place du marché. Donc les deux options que vous avez présentées, le padel, le bowling, et une troisième option, aucun de ces deux projets, parce qu'ils ne conviennent pas à la population. Donc je comprends que les résultats de ce sondage sont totalement différents de ceux de votre sondage, monsieur le maire. Donc ça quand même paraît un peu bizarre, qu'on sonde la même population et on n'a pas du tout les mêmes résultats. Donc moi, je serais vous, je réfléchirais. Ce qu'il faut mentionner aussi, c'est qu'il y a actuellement l'absence totale de clarté sur le projet, notamment le nombre de places de parking supprimées. Vous avez fait une présentation à Princesse, on a vu la photo tout à l'heure, on nous a annoncé un chiffre. Vous avez écrit une lettre aux commerçants, une lettre d'engagement, vous avez écrit un autre chiffre. Vous publiez dans le magazine du Vésinet cette semaine encore un autre chiffre. Vous faites une vidéo qui est mise en ligne, il y a encore un autre projet. Personne ne sait ce que vous voulez faire, les habitants sont perdus. Ils ont le sentiment que vous leur mentez en permanence. Alors nous, on le sait déjà, parce que vous avez été condamné au tribunal pour avoir menti au conseil municipal, vous vous souvenez, pour avoir divulgué finalement divulgué des informations qui laissaient sous-entendre un accord du préfet sur un projet, alors même que la lettre ne le prévoyait pas. Mais là, maintenant, je pense que l'ensemble de la ville se rend compte de ce qui se passe. Alors, pour apporter de la clarté aux habitants, nous avons demandé finalement le document qui fait foi, c'est le permis d'aménager. Le permis d'aménager, c'est comme un permis de construire pour la rénovation de tout le centre-ville. Ce permis, vous l'avez dit vous-même, il a été déposé en décembre, il est en cours d'instruction par les services de l'urbanisme. Ce permis a été déposé par vous. Il est en cours d'instruction par vous. Vous refusez de le communiquer publiquement à l'ensemble des habitants. Nous l'avons demandé parce que c'est notre droit en tant que conseillers municipaux. En appui à une délibération, nous avons le droit d'accéder à toute information nécessaire pour l'exercice de nos missions. Vous nous avez refusé à plusieurs reprises d'accéder à ce document, ce qui est parfaitement illégal. Et je tiens à ce que tout le monde dans la salle ait conscience de ça. On se demande, finalement, de quoi est-ce que vous avez peur, monsieur le maire? De quoi? Je ne sais pas. Alors, ce que nous savons sur ce projet, je pense que tout le monde le sait, c'est qu'il y a ce permis d'aménager qui va quand même sortir prochainement, qui, du coup, donnera le projet du maire pour l'ensemble du centre-ville. Donc, on saura enfin qu'est-ce qui sera fait partout, les suppressions de places de parking, place de la Gare, rue Thiers, rue Foch, place de l'église, place du marché. Ça, on saura.
il y a une délégation de service public en cours pour le parking en sous-sol de la place du marché. Là aussi, une fois de plus, on dit que ce n'est pas raisonnable de le faire maintenant, parce qu'on va s'engager, on va signer un contrat avec un prestataire, alors même qu'on n'a pas de projet ni pour le sous-sol, ni pour le dessus de la place du marché. Donc une fois qu'on aura signé le contrat, après, quand on voudra faire des projets qui peut-être se traduiront par une modification du contrat du prestataire, bah, ça va nous coûter très cher parce qu'il faudra lui payer des indemnités. Donc c'est stupide, c'est gaspiller de l'argent par les fenêtres. Et la troisième chose qui est en cours, c'est l'appel à manifestation d'intérêt pour le sous-sol de la place du marché. Là, une fois de plus, vous avez proposé 2 projets en vote à la population. Il y avait un 3e projet qui n'a jamais été examiné. Personne n'a de vision sur ce qui va être fait. Je comprends qu'il y a des problèmes de nature technique très significatifs. Tout le monde, ici, aimerait savoir qu'est-ce que vous allez faire pour le sous-sol de la place du marché. Et tout le monde aimerait savoir combien ça va nous coûter et sur combien d'années vous allez engager la commune. Parce que cette place du marché, ce n'est pas la première fois qu'il y a des signatures de contrats au dernier moment à la fin des mandats, et puis après on en a pour 20 ans pour compenser la dette. Donc ça, je pense que c'est quelque chose que vous devez aux habitants, c'est une obligation morale. Alors, au-delà du centre-ville, les principaux projets, on a quand même en 2025 toujours budgété 1,2 million d'euros sur la ZAC Princesse. Donc au total, ça fera 5,5 millions d'euros de dépassement budgétaire. Ça explique très largement l'augmentation de la dette sur la mandature. C'est un projet qui était censé ne rien coûter à la ville et être payé par les promoteurs. Donc la ville cédait les terrains qu'elle avait à des promoteurs pour construire des immeubles, et avec ses rentrées d'argent, ça devait financer tous les équipements publics, l'école, le gymnase, etc. Bon, bah, au final, ça nous coûte 5,5 millions d'euros de notre poche en plus, parce que le projet a été mal géré. La vidéoprotection, alors on nous a donné les chiffres, et je vous remercie pour ça, on nous dit qu'apparemment 930 000 euros ont été dépensés depuis le début du mandat sur la vidéoprotection. Où sont les caméras? Combien ont été installées? C'est-à-dire les chiffres des cambriolages au Vésinet n'ont pas changé, ils sont toujours très élevés. Est-ce que les images seulement sont traitées? On ne sait pas. Autre point, les budgets participatifs. Donc il y a 80 000 euros inscrits au budget pour des budgets participatifs attribués au conseil de quartier et pour lesquels les habitants peuvent présenter des projets à financer. Alors moi je voulais quand même juste mentionner, je suis membre du conseil de quartier Princesse, présidé par Madame Delpech. Nous n'avons jamais été informés de l'existence de ce budget. Donc nous n'avons pas pu au sein du conseil de quartier proposer des projets, et maintenant l'appel à projet est fermé, donc ça veut dire que le quartier Princesse, ils n'auront pas de budget participatif, ils n'auront rien pour eux. Voilà. Alors ça c'est un pur mensonge. Vous êtes dans le groupe et c'est marqué, je peux même le mettre sur l'écran là. Il y a eu un budget participatif. J'ai même donné les dates et j'ai même proposé des idées. Mais alors attendez Madame Delpech, c'est quand même scandaleux parce que ici nous avons des membres du conseil de quartier Princesse qui eux-mêmes ont soulevé le sujet en disant déjà ça fait une éternité qu'on n'a jamais eu de réunion, on en a peut-être eu une depuis le renouvellement des conseils de quartier. Vous nous avez jamais prévenus et les membres du conseil de quartier eux-mêmes ont remonté le fait qu'ils n'avaient pas été prévenus et qu'ils n'ont pas pu... Donc les habitants, les membres du conseil de quartier... Voilà, c'est noté, les membres du conseil de quartier Princesse mentent. C'est dit. Les membres du conseil de quartier Princesse mentent en disant sur le groupe WhatsApp... Eh bien, madame, je vous enverrai les screenshots du groupe du WhatsApp, hein, puisque malheureusement, les habitants sont mis en cause dans leurs propres revendications. Qui fait la police de l'Assemblée? Alors, là, on a un petit problème de police de l'Assemblée, comme d'habitude, monsieur le maire. Désolé de vous rappeler à vos devoirs. La maison médicale. C'est un débat. Hein. La maison... Non. Bah, écoutez, alors dans ces cas-là... Très bien, donc voilà, je veux bien que vous me laissiez finir. La maison médicale, donc là on a encore 160 000 euros de budgété en 2025. C'est une maison médicale qui nous a coûté plus de 2,5 millions d'euros, 2 fois plus que son prix. C'est un coût pharaonique parce qu'on a acheté un local neuf dans la ZAC Princesse qui était prévu pour autre chose. On aurait pu utiliser une des nombreuses propriétés de la ville qu'on est en train de céder, parce qu'elle nous appartenait déjà, on aurait pu l'aménager. Eh bien non, à la place, on a repris la maison médicale qu'on avait aménagée sous l'ancienne mandature, donc on avait déjà payé pour l'aménager. On la revend pour une bouchée de pain 200 000 euros et on achète un nouveau local au prix fort neuf 2,5 millions
pour déplacer les médecins qui étaient déjà là et créer 5 ou 7 cabinets nouveaux pour lesquels d'ailleurs on n'a personne pour l'instant, enfin un médecin apparemment de ce que j'ai compris. La crèche centre, on a 255 000 € encore budgétés en 2025. La crèche a coûté 3 fois le prix qui avait été budgété initialement. Je rappelle les problèmes de trajet qui se posent, parce que initialement c'était la crèche Princesse qui devait être étendue pour accueillir les nouveaux habitants de la ZAC dans leur lieu d'habitation. À la place, on n'a pas étendu la crèche de la ZAC Princesse, mais on a rénové la crèche centre, et du coup, les nouveaux habitants de Princesse, ils font les trajets tous les matins pour aller au centre. Et les gens du centre, on les envoie dans les crèches ailleurs, en périphérie du Vésinet. Et tout ça nous a coûté 3 fois plus cher. Et en plus, au dernier moment, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de personnel pour gérer cette nouvelle crèche centre. Donc on a fermé 2 autres crèches pour transférer le personnel. Un exemple de très bonne gestion municipale. L'église Sainte-Marguerite, donc là on budgète 450 000 €, c'est merveilleux. Monsieur Metz nous a expliqué vraiment tout la prouesse technologique que ça allait être, de rénover une église en béton. Ce qu'il faut mentionner, c'est que ces travaux sur Sainte-Marguerite sont budgétés depuis le début du mandat. Depuis 2020, chaque année, on met du budget, dans le budget, de l'argent, pour rénover l'église Sainte-Marguerite. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve 5 ans après et que rien n'a été fait? Et en plus, 500 000 balles. Donc, en attendant, depuis 5 ans, il pleut dans l'église. Et puis, il faisait froid aussi, parce que la chaudière n'avait pas été réparée. Donc, je ne sais pas s'il a été réparé, mais c'est une situation quand même assez catastrophique. La rénovation de voirie, donc là, il y a 300 000 € qui sont budgétés cette année, contre 700 000 l'année dernière. 700 000 €, ça permet de rénover 1% à peine de la voirie du Vésinet. Donc 300 000 €, c'est 2 fois moins, ça permet de rénover 0,5% de la voirie du Vésinet. Les réfections des berges, des lacs et rivières, donc 300 000 €, ça c'est bien, mais enfin j'ai très peur que ce ne soit pas suffisant. Et par contre, ce qu'il n'y a pas dans ce budget, il y a plein de choses qu'il n'y a pas. Donc il y a des associations qui sont en besoin d'équipements particuliers. Alors il y avait les paddles qui ont été budgétés pendant 3 ans et puis finalement ça a disparu, donc là ça a été complètement enterré. Il y a des besoins de terrain de foot en synthétique, là pareil, on ne sait pas trop où ça en est. Voilà. Ce qui est positif tout de même, alors je tiens à le rappeler, et je salue l'intervention de M. Grippois qui a soutenu ce que j'avais demandé depuis le début du mandat, c'est-à-dire un plan pluriannuel d'investissement pour qu'on puisse savoir à l'échelle de la mandature qu'est-ce qu'on allait dépenser et quelles recettes on allait mettre en face. Donc pendant 3 ans, on m'a expliqué, M. Metz m'a expliqué que ça ne servait à rien, qu'il ne comprenait pas très bien à quoi ça servait. Donc là maintenant, il en a fait un l'année dernière et cette année. Et là, je dois saluer son zèle parce que là, cette fois-ci, il a fait un plan pluriannuel jusqu'en 2027. Donc voilà, on n'a pas eu le début du mandat, mais en tout cas, on aura manifestement jusqu'à après du mandat. Et puis alors, il manque toujours les recettes. Là, vraiment, c'est comme l'année dernière. Donc on a budgété vraiment de fortes dépenses, mais on ne sait pas comment elles seront financées. Je note quand même que sur la rénovation du centre-ville, donc on a 3,4 millions budgétés en 2025, 2 millions budgétés en 2026. Donc ça c'est un peu une nouveauté, on ne sait pas trop ce qui sera fait en 2026, moi je croyais que jusqu'à la fin du mandat c'était les 3,4 millions et le centre-ville, mais bon là apparemment il y a 2 millions supplémentaires et 3 millions d'euros en 2027. Et enfin, alors j'arrive à la dette, là je suis vraiment très malheureuse parce que j'étais persuadée que cette année, enfin, on arriverait à avoir le fin mot sur le montant de la dette levée. Il faut quand même vous dire, mesdames et messieurs, que depuis le début du mandat, donc c'est la 5e année, on n'a jamais eu un tableau avec le montant de la dette levée chaque année, la nouvelle dette. Jamais. Et puis là, on l'a eu dans le rapport d'orientation budgétaire, mais alors d'après M. Guetchi, c'est pas les bons chiffres. Alors, on est super embêtés. Donc moi, qu'est-ce que je peux vous dire? Moi, je peux vous dire ce qui a été voté à chaque budget, parce que au final, il y a quand même les chiffres, ils sont là. Donc en 2020, la majorité est arrivée, il y avait 9,3 millions d'euros de dette. C'était toute la dette qui nous restait et devait être apurée en 2029. Donc tout à fait raisonnable, on aurait soldé tout le passé, tout le passif de la place du marché, etc. Eh bien non, parce qu'en 2022, on a souscrit au budget 2 millions d'euros supplémentaires, 4 millions d'euros supplémentaires en 2023,
5,4 millions d'euros en mars 2024, 500 000 euros supplémentaires en septembre 2024. On a rééchelonné la dette antérieure pour qu'elle soit prolongée encore plus loin que 2029. Donc ça va nous coûter 1 million d'euros supplémentaires. Et là, on vient de nous dire que malheureusement, on va avoir 2 millions d'euros de dette supplémentaire en 2025. Donc au final, quand même, sur 2020-2025, ça va faire 15 millions d'euros supplémentaires. Et surtout, ce qui est vraiment triste, c'est que toute cette dette devait être apurée, comme je l'ai dit, en 2029. Et maintenant, d'après les projections, à date, elle sera apurée en 2049. Donc on s'est pris 20 ans de plus, mesdames et messieurs. Alors voilà, et puis je peux quand même soulever cette petite insincérité dans le rapport d'orientation budgétaire. Alors ça sera peut-être corrigé quand il sera mis en ligne, mais il y a quand même marqué: il ne devrait pas y avoir de signature de nouvel emprunt significatif en 2025. Donc bon, pour moi, 2 millions d'euros, c'est pas non significatif, donc là je pense qu'il faudra quand même changer ça. Donc en conclusion, on voit que ce budget va malheureusement continuer à dégrader notre ville. Toutes les dépenses augmentent, la dette augmente, les investissements diminuent, et donc la ville va continuer de se dégrader. Quand même, la conséquence pour vous et moi, c'est ça. Alors qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Parce qu'effectivement, il ne faut quand même pas faire que critiquer, il faut donner quand même un petit peu des orientations. Écoutez, moi ce que je vous aurais recommandé sur le mandat, c'est premièrement maîtriser les dépenses, maîtriser les dépenses publiques, tout le monde le dit, la Cour des comptes et tout, mais ils ont raison. Donc d'autant plus dans un contexte où les recettes ont tendance à diminuer tendanciellement. Vous l'avez dit, donc dans ces cas-là, il faut s'adapter et essayer de réduire les dépenses. Là, ça n'a pas été fait. Éviter les gaspillages, donc les études pléthoriques, les externalisations à des prestataires à un prix plus élevé que ce qu'on aurait pu faire en interne. Des cessions en dessous du prix du marché. Le foyer social à 200 000 euros, c'est pas génial. La rénovation du pas de tir à l'arc pour les Jeux Olympiques, et finalement il n'y a personne des Jeux Olympiques qui vient dedans, c'est pas génial. Éviter les projets pharaoniques, la maison médicale à 2,5 millions sur l'immobilier neuf, malheureusement on n'a pas les moyens de se le payer, il faut utiliser du mobilier qu'on a déjà. Bien gérer les projets d'investissement, tout simplement. Les rénovations du gymnase Matalou, le ZAC Princesse, la crèche du centre, il faut être capable de gérer ces projets sans dépassement. Et finalement, la priorité, ça aurait été de se concentrer tout simplement, sans projet pharaonique, sur l'entretien de la ville. Tout simplement, l'entretien de la ville, pas de projet coûteux, sans cohérence et sans concertation avec les habitants. Voilà, ce sont des recommandations de bon sens, mais force est de constater qu'elles n'ont pas été mises en œuvre sur ce mandat. Bravo.